Bonjour, dans cette récupération en ligne sur le chapitre 1 et le petit bout du chapitre 2 qui est les ions, en prévision de l'examen de demain, qui se tiendra évidemment sur ces notions. Comme à l'habitude, je vais faire le tour du guide d'études. Je vais aussi aller voir certaines pages dans le cahier lorsque c'est nécessaire. Dans cet examen, il y a beaucoup de notions. Mais, donc, ça peut paraître assez important à étudier. Mais là, j'ose croire que si tu écoutes la révision en ligne, c'est que ton étude est pas mal complétée puis que tu viens juste valider certaines choses avec ta récupération en ligne. Cela dit, il y a beaucoup de ces notions-là qui sont interreliées. Donc, quand on en comprend une bonne partie, en général, on est capable de faire des liens avec la suite. Sans plus tarder, je commence. On va commencer avec les modèles atomiques. Donc, dans les modèles atomiques, on dit connaître et comprendre la différence entre le modèle atomique de Rutherford-Bohr, Dalton et Thomson, savoir identifier le nom des modèles atomiques selon leur représentation, donc selon leur dessin, puis connaître l'ordre chronologique de découverte des modèles atomiques. Donc, je vous montre de quoi ça a l'air. Ce qu'on veut dire, c'est vraiment là, dans les pages 2 à 5. Donc, je vais aller voir dans mon cahier ici. Page 2. C'est parti. OK. Donc, ce qu'on veut dire dans cette section-là, c'est vraiment ce qui est ici. On veut dire que tu dois savoir, par exemple, que Dalton, c'est le premier à avoir émis un modèle atomique, puis que selon son modèle à lui, on avait de la matière faite seulement de boules, OK, de boules de couleur, un peu là, dans le même genre que les blocs Lego, là. Donc, on a des boules qui ont des formes, pas des formes, là, mais qui ont des grosseurs et qui peuvent avoir, entre guillemets, des couleurs différentes selon leurs propriétés. C'est tout. Ils vont s'assembler ensemble pour faire des molécules. Ensuite, le deuxième modèle, donc c'est tout là, ce que tu as besoin de savoir sur ce modèle-là. Le deuxième modèle, c'est le modèle de Thomson. Thomson, là, lui, c'est vraiment le pain au raisin. C'est-à-dire qu'on a une grosse boule positive. À l'intérieur, il y a des charges négatives. C'est le deuxième à avoir émis une hypothèse d'un modèle atomique pour représenter l'atome. Ensuite, on a le modèle de Rutherford. Rutherford, lui, il dit qu'au centre, il y a un noyau d'atomes de protons qui sont positifs et autour, il y a des électrons qui gravitent qui sont négatifs. Et Rutherford-Bohr, lui, il va parler des couches électroniques et des électrons de valence, comme on a beaucoup étudié dans ce chapitre-là. Donc, ce que je pourrais te demander, par exemple, dans cet examen-là, je pourrais te dire... Je vais juste me rajouter une page. Comment je fais? Pourquoi il veut pas... Ajouter une page. Bon! Merveilleux. Donc, par exemple, mettons, là, tu sais, je pourrais te mettre par le plus grand des hasards une ligne de temps comme ça. Puis là, je te dis, là, ça c'est avant, puis ça c'est maintenant. Maintenant. Puis là, je pourrais mettre des dessins, genre ça ici, puis là, genre ça ici, comme ça de même. Puis là, je pourrais t'en faire un comme ça, avec des électrons qui tournent autour, puis un autre avec des couches électroniques. Puis là, je te dirais, OK, ben place les modèles, associe-les avec leur bon scientifique. Fait que là, tu me dirais comme, OK, ben lui, c'est le premier, c'est Dalton. Le premier dans le temps, là, ça, c'est une échelle de temps. Avant, maintenant. Lui, c'est le deuxième, puis c'est Thomson. Lui, c'est le troisième, c'est Rutherford. Puis lui, c'est le quatrième, puis c'est Rutherford-Bohr. C'est tout ce que je pourrais te demander pour cet examen. Ensuite, atome. Connaître le nom. Donc, je suis ici. Connaître le nom des particules composant l'atome, leur charge et leur emplacement dans l'atome. Donc, tu dois savoir absolument... Ça, là, c'est essentiel de toute façon pour toute ta compréhension de cette partie-là. Tu dois savoir qu'un atome est composé d'un noyau, que son noyau, il est composé de protons et que les protons, ils sont positifs. Puis tu dois savoir qu'autour des protons gravitent des électrons et qu'ils sont négatifs. Donc, il faut que tu saches que les protons, ils sont dans le noyau, ils sont positifs.
Et tu dois savoir que les électrons, ils sont autour, puis ils sont négatifs. C'est ça que ça veut dire leur charge, positive ou négative, puis leur emplacement dans l'atome. Tableau périodique maintenant, gros morceau. Savoir que le numéro atomique représente le nombre de protons et d'électrons dans un élément. Je vais y revenir. Connaître les caractéristiques et la position dans le tableau périodique des métaux, des non-métaux et des métalloïdes. Donc, je vais commencer avec ça. Ça ici, là, c'est le tableau périodique que je vais te fournir. Donc, tu dois savoir que le numéro atomique sur... c'est ça que je veux, puis là, c'est ça que je veux. Donc, le numéro atomique commence par 1 ici. Non, je voulais en noir. 1. Ensuite, on va ici à numéro 2. Ensuite, c'est le numéro 3, 4. On sort toute la gang. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et compagnie, ça continue. Il faut que tu saches que le numéro 2 ici de l'hélium, ça veut dire que l'hélium, il y a 2 protons, puis il y a 2 électrons. Ils ont toujours le même nombre, sauf quand il va y avoir des ions, là, on va en reparler plus tard. Mais à l'état neutre, là, ils ont toujours le même nombre. Les protons, ça ne change jamais. Les protons, là, c'est l'identité de ton atome. Ça ne change pas. Si l'hélium avait 3 protons, il ne serait plus un hélium, il serait rendu un lithium. Okay? Donc, les protons, ça ne change jamais. Ensuite, la position des métaux, non-métaux, métalloïdes. Il faut que tu saches que les métalloïdes, ils se situent de part et d'autre de l'escalier. Même pas besoin de savoir exactement. Là. Moi, je vais te faire un truc comme ça, puis je vais te dire c'est qui se trouve là. Puis tu vas me dire, ah, c'est les métalloïdes. Il faut que tu saches que les métaux, ils se trouvent de ce côté-ci, donc à gauche de l'escalier, puis que les non-métaux, ils se trouvent à droite de l'escalier. OK? Donc, les métaux en jaune, les non-métaux en vert. Oui, je sais, c'est terrible écrire avec un surligneur. Puis au centre, les métalloïdes. Donc, c'est ce qu'il faut savoir, c'est tout, là. C'est tout. Ensuite, connaître la famille des alcalins, halogènes et gaz nobles, leur position dans le tableau périodique et leurs caractéristiques. Donc, ça, c'est aussi à la page 12. Donc, leur position dans le tableau périodique, là, tu dois savoir que ça ici, ce sont les alcalins. Alcalins. Ici, ce sont les alcalinotéreux. Ici, ce sont les halogènes. Et ici, ce sont les gaz nobles ou les gaz rares ou les gaz inertes. Donc, ça ici, les halogènes. Ça ici, les gaz rares, nobles, inertes. Il faut que tu saches que les gaz rares et nobles, ils sont très stables. C'est pas mal ça. Ensuite, je vais aller voir dans le cahier les autres caractéristiques. Page 12. Page 12. 12. Donc, très réactif pour les alcalins. Très réactif. Ici. Seulement sous la forme de composés dans la nature. Ça, c'est des choses importantes. Pour les alcalinotéreux, ce sont des métaux malléables. Super. C'est la chose importante à savoir. Puis, ici, les halogènes, des non-métaux colorés. Et savoir que les gaz inertes, ils sont très stables. C'est tout, OK? C'est pas plus compliqué que ça, ce qu'on doit savoir. Tu pourrais devoir les nommer, mais comme tu connais leur position dans le tableau périodique puis tu as accès au tableau périodique, si je te demande, genre, est-ce que le chlore fait partie des... Oups, pardon. Si le chlore fait partie des halogènes... Bon, pardon, il y avait un passant. Alors, les passants, c'est quelque chose qui est très fâchant. Donc, si, par exemple, je te demande si le chlore fait partie des halogènes,
Bien, comme tu sais que les halogènes se trouvent dans la colonne, l'avant-dernière colonne du tableau périodique ici, puis comme tu sais que le chlore, c'est Cl, bien, tu peux me dire, oui, le chlore fait partie des halogènes. Donc, vu que tu as le tableau périodique, tu l'as l'information, tu es capable de trouver ta réponse. Donc, ça, c'est pour les familles du tableau périodique. Il faut aussi que tu saches... Oh. Excusez, ce sera pas long. Chaque fois que je l'enlève, ça enlève. Il faudrait que je désactive ça, ça me fatigue. Bon, OK. Il faut aussi que tu saches que les familles du tableau périodique, ça correspond à leur nombre d'électrons de valence. Là, ça, il faut que ça soit comme automatique dans ta tête rendu ici. La colonne qui est là, elle a un électron de valence. Okay? Les atomes des éléments qui sont là, ils ont un électron de valence. Ça veut dire qu'ils ont un électron sur leur dernière couche électronique. Ici, il y en a 2. Ici, il y en a 3, 4, 5, 6, 7 et 8 électrons de valence. Sauf l'hélium. L'hélium, il y en a juste 2. En fait, la famille des gaz nobles, on va dire qu'ils sont ils sont ensemble parce que leur dernière couche électronique, elle est complète. Leur autobus est plein. Mais l'hélium, comme il y a juste une couche électronique autour de son noyau, c'est trop petit, il peut juste accueillir 2 électrons de valence. Lui, il n'a pas un bus, là, il a un scooter. Mais comme il ne peut pas accueillir plus de passagers, on le met quand même dans les gaz nobles. Donc, les familles, ce qui va déterminer la famille, c'est les caractéristiques chimiques et physiques, mais aussi beaucoup leur nombre d'électrons de valence. Combien il y a d'électrons sur leur dernière couche électronique. Ça, là, c'est ultra important. Ensuite, savoir reconnaître le nombre d'électrons de valence en fonction de la position de l'élément sur le tableau périodique, c'est exactement ça que je viens de dire. Donc, il faut absolument là, que tu le saches. Le tableau périodique que tu vas avoir, il est pareil comme celui de ton guide d'études, mais c'est pas celui de ton guide d'études. Okay? Donc, ça veut dire que tu peux pas noter des choses dessus puis l'utiliser à l'examen. Mais quand je vais te le donner à l'examen, tu peux t'écrire tout de suite des choses. Alors, moi, je te conseille très fortement, première chose que tu fais quand tu reçois ton examen, c'est d'écrire les numéros 1 à 8 pour ton nombre d'électrons de valence tout de suite sur ton tableau périodique. Ensuite, savoir reconnaître le nombre de couches électroniques selon la position de l'élément dans le tableau périodique. Donc, les couches électroniques, là, c'est le nombre de couches autour du noyau. Okay? Donc, chaque atome va avoir, comme on a dit tantôt, un noyau composé de protons. Bravo! Et là, autour du noyau composé de protons, il y a des électrons. Et selon le modèle de Rutherford-Bohr, ces électrons-là, ils vont graviter sur des couches électroniques. Donc, pas juste dans le vide comme ça. Il y en a qui vont être plus proches du noyau, puis il y en a qui vont être moins proches du noyau. Donc, les électrons qui sont le plus proches du noyau, ils sont sur la première couche électronique. Le maximum qu'il peut en avoir, c'est 2. Ensuite, sur la deuxième couche électronique, il peut avoir un maximum de 8. Et là, généralement, on va les dessiner selon la règle de l'autobus, comme ça ici. Fait qu'on va comme les regrouper ensemble en fonction du nombre d'électrons qu'il y a. Okay? Ils ne vont pas s'asseoir comme n'importe où dans l'autobus. Et sur la dernière couche électronique, ben, c'est eux autres les électrons de valence. Donc là, celui que je viens de dessiner, tu peux tout de suite l'identifier. Ça aussi, ça va faire partie de l'examen sur le tableau périodique. Donc, je sais qu'il y a 2 électrons de valence. Donc, il se situe ici dans la colonne où est-ce qu'il y a 2 électrons de valence. Et je sais qu'il y a 1, 2, 3 couches électroniques. Donc, si on a les atomes d'éléments qui ont une couche électronique, c'est juste H et He. Une couche électronique, là, c'est juste ces deux-là. Ensuite, ça, c'est ceux qui ont 2 couches électroniques. Et ça, c'est ceux qui ont 3 couches électroniques. Donc, moi, là, il y en a 3. Là. Il y en a ici, proche du noyau, une là, puis une là. Donc, 3 couches électroniques, 2 électrons de valence. Ça veut dire que moi, je t'ai dessiné magnésium, qui est ici. L'autre façon de savoir que c'est magnésium, c'est que tu peux aussi compter le nombre d'électrons au total. Regardez mon petit crayon rouge.
Donc là, je vais compter le nombre d'électrons. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 électrons. Et comme c'est un atome, c'est pas un ion que je t'ai dessiné, c'est juste un atome d'un élément comme ça, il y a aussi 12 protons. Théoriquement, là, si je t'avais fait un beau dessin de Rutherford-Bohr, je t'aurais écrit 12 protons ici au centre. Tu sais, on va y revenir aussi. Donc, ça veut dire que c'est le numéro atomique numéro 12. Fait que là, je vais venir compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça, néon, c'est numéro 10. 11, 12. Le numéro 12, c'est Mg. Là, peut-être que tu dis, ouais, mais là, je comprends plus rien. Là. Quand tu as compté, tu as écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait que là, tu es en train de dire que carbone, c'est numéro 8, mais c'est écrit numéro 6 en haut. Tu as tout à fait raison. 6, c'est son nombre d'électrons de valence. Donc, carbone, il y a un certain nombre de couches. Puis sur sa dernière couche électronique, il y a 6 électrons de valence. Mais carbone, il y a 2 couches. Donc, il y a aussi 2 petits électrons qui sont cachés sous sa deuxième couche électronique, sa deuxième couche, ouais, c'est ça, sur sa première, en fait. Donc, au total, il y en a 8, mais il est sous la colonne de ceux qui en a 6 électrons de valence. Bon, super, on continue. Représentation de Lewis. OK, c'est ici, là. Je cherchais autre chose, là, mais dans le fond, là, ce que je t'ai montré, c'est être en mesure d'identifier un élément avec sa représentation de Rutherford-Bohr. Donc, ça se peut, là, en fait, c'est sûr, je te le dis tout de suite, je vais te dessiner un Rutherford-Bohr comme ça. Ce sera probablement pas magnésium, quoi, que je m'en souviens pas par cœur. Là. Puis là, ben, il va falloir que tu identifies c'est qui cet élément-là. Donc, pour identifier qui est cet élément-là, tu as plusieurs choix. Soit tu... Par un petit crayon. Soit tu comptes le nombre total d'électrons. Puis là, tu regardes, tu compares avec le numéro atomique. Ça marche juste si c'est pas un ion. Mais si c'est un atome normal, oui. Soit tu comptes le nombre d'électrons de valence, plus le nombre de couches. Puis là, le nombre d'électrons de valence, ça va être la colonne. Puis le nombre de couches, ça va être la ligne. On appelle ça la période. Donc, tu peux faire ça aussi pour trouver qui est cet élément mystère. Ensuite, on a la représentation de Lewis. Donc, on vous dit, pour la représentation de Lewis, être en mesure de représenter un élément selon la représentation de Lewis. Bon, c'est pas bien compliqué finalement, là, ce qui est écrit. Donc, comment est-ce qu'on fait ça, la représentation de Lewis? Représentation de Lewis, c'est 2 choses. Juste 2. Donc, quand on dessine avec Lewis, je vais reprendre ce petit crayon-là. Je vous dis ça à haute voix, là, mais je sais bien que ça ne change rien pour vous, ce que je fais avec mes petits crayons. Là. Je suis comme une personne... Des fois, je me trouve un peu personne âgée. Là. Je dis ce que je vais faire. Ah, je vais m'asseoir. Mais bon, bref, excusez, aparté. Donc, Lewis. Lewis, c'est quoi? Lewis, c'est le symbole plus le nombre d'électrons de valence. Ça, c'est tout. Symbole plus le nombre d'électrons de valence, OK? Fait que le symbole, c'est les 2 lettres. Donc, par exemple, je te demande de représenter aluminium selon l'électron de valence. Selon Lewis. Fait que là, tu sais par cœur que aluminium, c'est Al, ici. Donc, pour le représenter selon Lewis, tu vas écrire Al, symbole, et là, tu vas dessiner le nombre d'électrons de valence qu'il y a. Donc, Al, là, il est sur la colonne numéro 3, sous la colonne numéro 3. Fait que je vais venir dessiner 3 picots. Et là, super attention, OK? Très, très important, là, c'est la règle de l'autobus. Les électrons qui sont là, ils ne se connaissent pas, là. Il y a pas
pas de chance qu'ils aient envie de s'asseoir un à côté de l'autre. Ils vont prendre des bancs séparés, OK? Fait que là, il faut absolument là, que toutes mes rangées, mes 4 rangées soient pleines avant qu'ils s'assoient en groupe de 2. Fait que là, si j'en ai juste 3, ils prennent 3 places différentes. Je vais juste effacer un petit peu dans mon tableau périodique ici. Ça va faire un petit peu d'espace. Puis, on va en refaire un autre, comme si tu avais un tableau périodique avec pas plein de cochonneries écrites dessus. Donc, si je te demande, par exemple, dessine-moi le fluor selon la représentation de Lewis. Fluor, il fait partie des atomes d'éléments que tu dois connaître par cœur. Fait que là, fluor, tu sais que c'est F. Et tu sais qu'il fait partie des 20 premiers. Fait que F, là, tu sais qu'il est ici. Bon, Lewis, j'écris son symbole chimique. Première chose. Ensuite, je vais regarder combien va être son nombre d'électrons de valence. Donc, ça ici, c'est numéro 1. Ici, il y en a 2. Je saute la grande partie des flammes de l'enfer. Ça, c'est au centre. Ça, ici, là, c'est les flammes de l'enfer. On va jamais là, OK? Flammes de l'enfer. Tu peux jump dans mes flammes de l'enfer. Rah! C'est-tu menaçant, ça, rien qu'un peu? On va pas là. Ensuite, ça, c'est 3 électrons de valence. 4, 5, 6, 7, 8. Le max d'électrons de valence, c'est 8. Si, là, tu fais ton décompte, puis t'arrives ici à numéro 12, là, 12 électrons de valence, là, ça veut dire que t'es dans le champ de patates, t'as mal compté, OK? Ton maximum, c'est toujours 8. Et le fluor, il est à 7, ça veut dire qu'il y a 7 électrons de valence. 1, 2, 3, 4. Oups, plus de place. OK, bien eux autres, ils vont s'asseoir ensemble. Ça fait 7 électrons de valence. Lewis. Super. Ça se peut aussi que je te fasse un truc du genre. Je me souviens pas si ça, je l'ai fait. Mettons, là, je te mets un point d'interrogation, là, puis je te dis comme, voici un atome. Là, le point d'interrogation, c'est mêlant. Attends. Je vais te faire Lewis avec... Okay. Mon atome, il est comme ça. OK? Il y a 2 électrons de valence. Et là, je te demande, qui est-ce que ça peut être, ça? Est-ce que ça peut être lithium? Est-ce que ça peut être beryllium? Ou est-ce que ça peut être bore? Comment est-ce que tu fais pour le savoir? Bon, Lewis, c'est symbole puis électron de valence. Fait que s'il y a 2 électrons de valence, mais là, je vais aller voir dans la colonne de 2 électrons de valence. Et là, j'ai beryllium qui est là. Fait que ça pourrait être beryllium. Lithium, il est ici, 1 électron de valence. Fait que ça peut pas être lithium. Puis bore, il est ici, 3 électrons de valence. Donc, ça peut pas être bore. Ça veut dire qu'ici, ça serait beryllium. On va effacer ça. On va effacer ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Puis ça. Super! Je vais garder mes flammes de l'enfer. Ensuite, on a ici être en mesure de représenter un élément selon la représentation de Rutherford-Bohr. Bon. Là, il y en a qui sont encore mêlés entre Lewis et Rutherford-Bohr. Rutherford-Bohr, là, il a donné son nom à un modèle. OK? Là, tu vas me dire, ouais, mais là, si je me souviens plus de son modèle, je me souviendrai plus. Bon, je comprends, OK? Rutherford-Bohr, c'est 2 messieurs, puis là, ils ont donné le nom à leur atome. Lewis, là, il est pas dans les... oups. Lewis, là, il est pas là. Ça, c'est Rutherford-Bohr, Dalton et Thomson. Lewis, il est pas là, OK? Fait que là, ça veut dire, mon truc, là, c'est que Rutherford-Bohr, son modèle, il ressemble à un atome. Parce qu'il a donné son nom à quelque chose qui ressemble à un atome, OK? Ça veut dire que ton modèle, quand tu le dessines comme ça, il faut que ça ressemble à un atome quand tu dessines Rutherford-Bohr. Lewis, ça n'a pas rapport. Lewis, là, il aime juste ça, les choses simples. Mais Rutherford-Bohr, il a donné son nom à un modèle d'atome. Ça veut dire que quand tu le représentes, il faut que ça ressemble à un atome. Bon, comment on fait ça, Rutherford-Bohr? On a besoin, dans le fond... Oh, pardon, encore le chien. Ce qui est important ou ce qui est intéressant avec Rutherford-Bohr, c'est que... Je vais la laisser japper un petit peu. Malice! OK, je pense que ça va.
On va continuer de toute façon. Donc, Rutherford-Bohr, ça nous donne plein d'informations sur l'atome, sur l'élément, OK? Donc, je vais faire phosphore, par exemple. Donc, si je te dis, on fait phosphore. Premièrement, phosphore, il fait partie des 20 premiers éléments. Tu le connais par cœur. Tu sais que c'est celui qui a une lettre qui s'appelle P. Ensuite, tu sais que... Là, il y a plein de façons de le faire. Je vais te faire selon les deux façons. Première chose que tu peux faire. Tu pourrais numéroter tous tes éléments selon l'ordre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est les 20 premiers mois que je te demande. Fait que là, tu pourrais toutes les numéroter puis dire, ah oui, OK, phosphore, lui, il y a 15 protons. Bon, c'est bon. Alors, première étape, je vais dessiner mon noyau. Peut-être un petit peu petit pour ce que j'ai besoin de faire. Je recommence, je vais dessiner mon noyau. Et à l'intérieur du noyau, je vais écrire le nombre de protons avec soit un P, soit un plus. Ça, c'est ultra important. Si tu ne le fais pas, je t'enlève des points. Ensuite, on va dessiner le nombre de couches qui correspondent au nombre de couches électroniques de mon atome. Alors, une couche ici, deux couches ici, trois couches ici. Phosphore, il y a 3 couches. Je dessine 3 cercles. 1, 2, hop là, pardon. Pioup, pioup, 3. C'est full important que tu me dessines l'intérieur. Tu sais, que ton noyau, là, il y ait un rond autour. Parce que s'il n'y a pas de rond, je ne sais pas si ta première couche, c'est vraiment une première couche ou si c'est ton tour de noyau. OK? Ensuite, on va dessiner le nombre d'électrons au total. Donc, on a le même nombre d'électrons que le nombre de protons. J'ai 15 électrons. Je vais les dessiner sur les couches. Je sais que la première couche, elle a un maximum de 2. Je sais que ma deuxième couche, elle a un maximum de 8. Puis je sais qu'elle est remplie parce que j'ai eu besoin de sortir un autre autobus de mon garage. Si c'était pas rempli, j'aurais pas besoin d'avoir un troisième autobus. Et là, ben, combien il m'en reste? J'en ai 10 en date. Fait que là, il m'en reste 5 à mettre autour. Donc, j'ai dessiné phosphore. Une autre façon de le faire... Donc, deuxième façon de faire phosphore. Bon. C'est fatigant. Des fois, il ne comprend pas que je veux vraiment effacer. C'est comme s'il ne me trosse pas. Bon. Ça va être ça. Donc, je veux toujours faire phosphore. Phosphore ici. Alors, ce que je peux faire maintenant, à la place, c'est... écrire mon nombre de... En haut, là, je vais écrire mon nombre d'électrons de valence. Donc, ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons de valence. OK? Fait que là, je sais que phosphore, il y a 5 électrons de valence. Il y a 5 électrons sur sa dernière couche électronique. Donc, je vais commencer. Je vais faire mon noyau. Pioup, je vais venir écrire à la fin combien est-ce qu'il y a de protons. Là, je sais qu'il y a 3 couches électronique, comme tantôt. Une couche, 2 couches, 3 couches électroniques. Je sais qu'il y a 5 électrons de valence sur la dernière. 2, 3, 4, 5. Parce qu'il est sur la colonne numéro 5. Dans la famille numéro 5. Je sais que sur ma deuxième, ben son autobus est plein. Fait qu'il y en a 8. 7, 8. Puis sur la première, son scooter est plein, fait qu'il y en a 2. Fait que là, j'ai compte toutes, ça veut dire qu'il y en a 15 en tout. Donc, j'écris 15 protons ici. Donc, je peux le faire comme ça aussi. Puis là, si je veux après ça contre-vérifier, bien, je vais compter. Fait que là, 1, 2, 3, 4, 2, 12, 13, 14, 15. Ah, parfait. 15, c'est ce que j'ai obtenu. Et là, j'ai dessiné selon Rutherford-Bohr. Ça va? Merveilleux. Donc, ça, c'était mesure de représenter les éléments, machin. Ensuite, on vous dit connaître le nom, le numéro atomique, le nombre de protons, d'électrons, le symbole chimique des 20 premiers éléments. Pour être capable de faire ça, dans le fond, là, il faut que tu connaisses le nom et le symbole chimique. C'est tout. En sachant ces deux choses-là, si tu es capable de maîtriser tout ce qu'on a vu à date, là, puis si tu comprends le tableau périodique, comment est-ce qu'il est organisé, c'est juste ça dont tu as besoin. Donc,
Je vais encore une fois effacer. C'est ici. Je vais effacer. Oh. Hey, c'est fatigant quand il fait ça, là. Ça m'énerve. Bon, super. Puis je vais effacer ça aussi. Je sais que je pourrais le changer là, pour qu'il ne switch pas dès que j'ai fini d'effacer, là, mais j'ai comme pas envie de gosser dessus. Alors, tu dois connaître les 20 premiers. Fait que les 20 premiers, là, c'est ceux-ci. Numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Faut que tu connaisses ça, là, c'est du par cœur, là. Connaître leur numéro, leur symbole chimique avec leur nom. Fait qu'il faut que tu saches que Ne, c'est néon. Faut que tu saches que Cl, c'est chlore. Faut que tu saches que c'est Cl puis pas Ci, là. Rendu ici dans le cours, on a tellement parlé souvent de chlore, là, que tu sais que c'est Cl. Faut que tu saches que Ca, c'est calcium. Faut que tu saches que K, c'est potassium. Ça, il faut que tu le saches par cœur. Dans un sens ou dans l'autre. Si je te dis c'est qui azote, faudrait que ça soit automatique. Azote, c'est N. Si je te dis c'est qui sodium, sodium, c'est Na. Ça, il faut que tu saches par cœur. OK? Ensuite de ça, c'est tout ce que tu as besoin. Si tu es capable de numéroter, tu sais que numéro 1, c'est H, puis numéro 2, c'est HE, puis numéro 3, c'est LI, ensuite c'est 4, comme on a fait 1000 fois tantôt, 5, 6, 7 et compagnie, ben tu l'as le numéro atomique. Tu le sais, on l'a vu tantôt, le numéro atomique, c'est le nombre de protons, puis le nombre d'électrons. Fait que là, juste avec un tableau périodique comme je t'ai fourni comme dans ton guide d'études, là, t'es capable de... Ah! Excusez, là, je sais pas vous qui me... Ça me fâche. Pourquoi il fait ça? Donc, tu sais, là, que ici, là, ça va être 2 protons, 2 électrons. OK? T'as même pas besoin de savoir par cœur, juste avec où est-ce qu'il est placé dans ton tableau périodique. Même chose pour le nombre d'électrons de valence. Tu es capable de me dire S, c'est combien son nombre d'électrons de valence parce que tu es capable de numéroter les colonnes. Tu es capable de me dire que Ca, il y a 1, 2, 3, 4 couches électroniques parce qu'il est placé ici dans le tableau périodique. Donc, c'est ça qu'il faut que tu saches. Il faut que tu sois capable de l'utiliser. Finalement, dernière grosse partie de cette étude, dans ce guide d'études, ce sont les ions. Donc, comprendre qu'un ion est un atome d'un élément qui cherche à donner ou à prendre des électrons pour avoir la conformation des gaz inertes. Ensuite, être en mesure d'identifier l'ion d'un élément selon son nombre d'électrons de valence, puis être en mesure de prédire les ions obtenus lorsqu'une molécule se sépare. Ça a beaucoup de liens ensemble. On en a fait ensemble au dernier cours. On y va. Alors, un ion. Bon, je vais prendre mon exemple de magnésium de tantôt. C'était-tu magnésium? 12? Ouais, magnésium. Donc, magnésium, là, dans le fond, là, on a vu tantôt que il y a des choses qui vont bien pour magnésium. Il va à une sortie scolaire, là, puis là, il y a un scooter qui part avec 2 électrons de valence. Donc, eux autres, ils vont aller à la sortie. Ensuite, le magnésium, il fait partir un autobus avec 8 passagers. Ça, c'est le max qu'il peut avoir de passagers, là, son autobus. Il y a 8 passagers, c'est super. Puis là, mais dans sa liste d'inscription, le magnésium, il y a 2 autres passagers. Puis là, il se dit, bon, là, si je pars avec un autobus, là, ça, c'est un autobus. Piou, 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 piou. Comme ça ici, j'ai 8 places dans mon autobus. Puis là, j'ai juste 2 passagers. C'est pas économique, là. Là, je vais perdre de l'argent, là. Ça va pas bien. Donc, magnésium, son objectif, c'est d'y aller à la sortie scolaire, mais de shipper ces 2 passagers dans un autre autobus. OK? Donc, ça, c'est le contexte. On veut absolument se débarrasser, dans le cas de magnésium, de 2 électrons de valence pour que ça soit plus rentable. On va prendre un autre exemple. On va prendre, là, j'ai de la suite dans les idées, on va prendre oxygène. Donc là, je vais faire oxygène selon Rutherford-Bohr. Oxygène, 8 plus. Là, il y a une couche électronique, 2 couches électroniques. Ici, il y a 2 électrons de valence. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons de valence sur sa dernière couche. Bon, oxygène aussi va à la sortie scolaire. Alors, il part avec son petit scooter, 2 passagers. Puis là, lui, là, il y a un autre autobus. Puis son autobus, pas plein pantoute, il y a 6 passagers seulement. 1, 2,
Ça, c'est les roues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, sur un max de 8 passagers, il y a 6 passagers. Puis là, il se dit, là, ça serait le fun que j'aille 2 passagers supplémentaires. Comme ça, mon autobus serait plein puis ça serait plus rentable. Donc, ces 2 atomes-là, d'éléments, ils vont aller chercher ce qu'on va appeler des... En fait, ils vont devenir ce qu'on va appeler des ions. Ils vont voler ou ils vont donner leurs électrons à d'autres éléments pour soit complètement laisser tomber un autobus complet qui va rester au garage ou remplir leur autobus qui est presque plein. C'est ça le but. Je vais juste finir avec ici là, mon analogie d'autobus. Mettons que je prends Néon. Donc, Néon, il va à la sortie scolaire. Je dessine son Rutherford bar. Donc, j'ai un noyau dans lequel il y a 7, 8, 9, 10, 11, non, je peux pas. 10 électrons de valence. 10 électrons. Voyons, excusez, je commence à être fatiguée. Donc, il y a 10 protons ici au centre. Il y a 2 couches électroniques. 1, 2. Première couche électronique, il y a son scooter. Parfait. Deuxième couche électronique, il y a 8 électrons de valence. 4, 6, 7, 8. Fait que là, il fait partir son scooter avec ses 2... mettons, les scooters, là, c'est les profs. Okay? Fait que là, il fait partir son scooter avec 2 profs accompagnateurs. Puis là, ben, il y a un autre autobus. Avec 2 roues. Avec toujours 8 places. Puis là, ben, hey, il y a 8 passagers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben là, Néon, lui, il n'a pas besoin de personne. Là. Il part comme ça en sortie scolaire. Tout est correct. Son autobus est rempli. Il est super rentable. Fait que eux autres, là, ils n'ont pas d'ion. Aucun ion. Pourquoi? Parce que leur dernière couche électronique, elle est pleine. Dernière couche électronique pleine pour les gaz rares. Fait que eux autres, là, ils se gèrent tout seuls avec leurs autobus. Ils n'ont pas besoin de faire d'échange de passagers avec personne. OK, je reprends. Donc, oxygène. Oxygène, là, lui, il lui manque 2 électrons. Fait que quand il va avoir trouvé ces 2 électrons qui vont venir à l'intérieur de son autobus pour compléter son autobus, donc il peut venir de plein de mondes différents, là. Donc, il y a 2 électrons qui vont venir se rajouter sur oxygène. Là, il va avoir un autobus plein, dernière couche électronique pleine. Donc, il va avoir 2 électrons supplémentaires. Alors, oxygène va avoir 2 électrons supplémentaires. 2 moins. Il a pris 2 électrons supplémentaires. Donc, son ion, 2 moins. Pourquoi 2 moins? Parce qu'il a pris 2 électrons et les électrons sont négatifs. Donc, 2 moins. Quand tu les comptes, regarde, là, il est venu en chercher 2 verres. Je les ai mis sur oxygène. Là, je vais compter sa charge. Il y a 8 protons et il y a 10 électrons. Les protons sont positifs, les électrons sont négatifs. Fait que quand je les additionne ensemble, 8 plus moins 10, ça fait moins 2. Donc, d'où la valeur de l'ion. C'est pour ça que c'est moins 2. Magnésium. Lui, magnésium, au contraire, là, son but, ça va être de donner ces 2 électrons. Fait que là, il veut se débarrasser. Pas tout se débarrasser. Ben oui, éventuellement, il va se débarrasser de son autobus au complet. Mais il veut se débarrasser de cet électron-là. Puis il veut se débarrasser de cet électron-là. Puis là, il pourrait les avoir donnés à oxygène, par exemple. Mais il pourrait les avoir donnés à quelqu'un d'autre aussi. Je me force pas. Bon, super. Là, je vais juste enlever aussi ce petit picot-là. Donc, magnésium. Magnésium, il y a toujours 12 protons. Mais là, il est rendu avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 électrons. Ça veut dire qu'il y a 2 charges positives de plus. Ça, c'est négatif. OK? Donc, il a donné ces 2 électrons. Fait que son ion, ça va être Mg2+. OK? Donc, sur le tableau périodique, ça a l'air de quoi? Ceux qui ont 1, 2 ou 3 électrons de valence, ça va être plus facile de juste trouver un autre autobus pour repositionner leurs passagers, parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Ils en ont moins que la moitié. Donc, eux, ça va être des donneurs d'électrons. Donneurs d'électrons. Puis les donneurs d'électrons, leur ion, lui, ça va être 1+, lui, ça va être 2+, lui, ça va être 3+.
Ensuite, ceux qui ont 5, 6, 7 électrons de valence, 7, là, il lui manque juste un électron pour arriver avec la conformation du gaz rare. Fait qu'il lui manque un électron, ça va être un moins. Il va aller se chercher un électron. Lui, il manque 2 électrons, ça va être 2 moins. Lui, il manque 3 électrons, ça va être 3 moins. Le maximum d'ions que tu peux avoir, ça, je vais te l'écrire ici, là. Maximum de valeur d'ions, c'est 4 plus ou... Oups, 4 moins. Si ton ion, là, tu m'écris, là, j'écris n'importe quoi, là, ZR 6 moins, t'es dans le champ de patates, ça se peut pas. Maximum, c'est 4 moins. Ou maximum, c'est 4 plus. Tu peux pas avoir quelque chose de plus grand que 4. C'est impossible. OK? Donc, ici, à partir de 5 électrons de valence, j'ai un ion qui est 3 moins, 2 moins, 1 moins. Eux autres, ils n'ont pas d'ion. Ici, eux autres, là, ceux ici, 4 électrons de valence. Eux, là, c'est ceux qui veulent pas de conflit. Ils vont s'accommoder de ce qu'on leur offre. OK? Fait qu'eux autres, là, leur autobus, il y a la moitié des passagers. Dedans, ils ont 4 électrons de valence. Oups. 1, 2, 3, 4. Il leur reste 4 places. Fait que pour eux, là, c'est aussi avantageux de donner leurs 4 passagers que d'en prendre 4. Ça leur dérange pas. Ils vont faire avec ce que les autres ont besoin. Fait que les autres, c'est soit 4 plus ou 4 moins, dépendamment avec qui ils sont positionnés. OK? Si j'ai, par exemple, des 2 plus, probablement que calcium ou silicium, il va se positionner comme un moins. Mais si ici, j'ai des 2 moins, bien, le calcium ou silicium, il pourrait se positionner comme plus. Ils s'arrangent. OK? Ils sont smart, là, ils s'arrangent. Être en mesure de prédire les ions obtenus lorsqu'une molécule se sépare, ben c'est tout simplement si je te donne une molécule, par exemple HCl, puis je te demande ça va être quoi l'ion quand ils vont se séparer. Ben H, son ion c'est 1+, il est ici. Donc il va faire H+, avec Cl. Lui, son ion c'est 1-, ici. Donc Cl-, c'est tout. OK? Donc ça veut juste dire que tu dois séparer ta molécule en atomes d'éléments qui la composent, puis aller valider ça va être quoi leurs ions, ces éléments-là. Et c'est qui se complète notre récupération en ligne.